Bonjour à toutes et à tous. Je me présente. Je suis Aouia Mohamed. Je suis la cofondatrice de Afrobytes. Alors, en quelques mots, Afrobytes, c'est une marketplace dédiée à la tech en Afrique. Alors, on est une marketplace, donc, comme je vous disais, basée à Paris et on rassemble les experts mondiaux de la tech africaine. Donc, normalement, à Paris, mais avec la situation actuelle, c'est difficile, mais on en reparlera. Je suis également la cofondatrice de The Colors, une initiative que nous venons de lancer qui traite la problématique des people of color dans l'industrie de la beauté et de la mode. Mais ça aussi, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter à un autre moment. Donc, je suis ravie, absolument ravie de faire partie de cet événement organisé par l'équipe de Sidic Bakayoko et d'échanger sur ce sujet naissant mais passionnant, le gaming en Afrique, et plus particulièrement sur la façon dont les grands acteurs économiques du continent et d'ailleurs peuvent participer à la mise en place de cet écosystème. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, je vais commencer par une introduction que je trouve assez sympa, c'est que la crise sanitaire, en fait, a jeté un énorme coup de projecteur sur l'industrie du gaming dans les pays occidentaux. Beaucoup de gens ont découvert le divertissement à la maison. Moi-même, je n'étais pas du tout sensible. Je vais vous avouer qu'aujourd'hui, je regarde un petit peu ce qui se passe. Et en effet, pendant le confinement, le jeu vidéo sont même devenus pour beaucoup la discipline sportive, la seule discipline sportive pour beaucoup de gens. Donc, j'ai même entendu dire, par exemple, que la finale, vous me direz si ça vous dit quelque chose, que la finale de la League of Legends a rassemblé 70% de public en plus. Mais bizarrement, ce secteur, même dans les pays occidentaux, apparemment n'est pas structuré. Mais ça, je pense qu'on va aussi en parler tout à l'heure. Pas de fédération à ce jour. Et un secteur qui aujourd'hui se cherche un peu, cherche aussi un petit peu son modèle économique. Certains disent que le modèle peut éventuellement se transformer et ressembler à l'univers du football. Et quand je parle de football, j'entends par là tout ce qui concerne les droits de diffusion. Alors, qu'en est-il aujourd'hui sur ce secteur, sur le continent africain? On l'a dit, il est naissant, mais je sens de nombreux signaux positifs qui, comment dirais-je, montrent des perspectives économiques intéressantes en termes d'emploi, en termes aussi de branding du continent africain. Mais tout ça est sous réserve que. Et là, je suis ravie de vous présenter les personnes avec qui nous allons échanger sur ce sujet. Trois personnes d'univers totalement différents. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Alors, je vais commencer par présenter Stéphane rapidement. Stéphane Rapneau, qui est chef de projet e-sport et gaming à la Société Générale. Donc là, il s'agit d'un acteur privé. Stéphane, on parlera de votre position à la Société Générale et du cheminement de la SG jusqu'au gaming. Je vous présente également Livia Sossou. Alors là, on est plutôt sur de l'institutionnel, car Livia est basée au Bénin et travaille pour le gouvernement béninois, n'est-ce pas, Livia? C'est ça. Et je vais Bonjour à terminer tous. par Et je vais terminer par un profil plus entrepreneurial que j'apprécie aussi beaucoup, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, mais avec qui depuis j'entretiens une relation vraiment intéressante. C'est Mounia Aram. Mounia Aram est une professionnelle de l'industrie de l'animation, elle va nous en parler. Elle est d'origine marocaine et a plus de 10 ans, même plus de 15 ans d'expérience dans ce secteur-là. Donc, moi, je vais commencer. Pardonnez-moi, mesdames, je vais commencer par le profil qui m'intrigue le plus. Alors, je vais commencer par Stéphane. Stéphane, alors moi, quand on parle de Société Générale et de, entre guillemets, divertissement, moi je dis, en tout cas dans ma tête, depuis 30 ans, c'est l'ASG égale rugby. Voilà. Et donc, vous êtes un acteur économique, on va dire privé. J'aimerais connaître, sans vouloir vous offenser, quel a été le cheminement de la Société Générale vers le gaming. Écoutez, bonjour à tous. Déjà, ravi d'être aussi parmi vous. Et puis moi, j'arrête pas de dire qu'il faut plus de diversité dans le monde du jeu vidéo. Et donc là, je suis content d'être le seul homme blanc pour une fois, quoi. Donc, l'ASG, alors moi, je suis rentré à la STG en 2002. J'ai fait ma carrière comme directeur de programme dans les systèmes d'information. Et un des problèmes qu'on avait, c'est que aujourd'hui, les banques, en particulier tout ce qui est trading et compagnie, ont besoin d'énormément d'ingénieurs. Et voilà, c'est des industries assez vieilles qui ont un problème d'attractivité. Et donc, en 2017, j'ai proposé, à l'occasion d'un programme d'intrapreneuriat, à la direction du groupe de devenir sponsor d'une équipe d'e-sport, parce que l'e-sport était en train d'acquérir pas mal de visibilité. On voyait bien que la démographie du rugby était un petit peu vieillissante. En France, il n'y a que quelques centaines de milliers de personnes intéressées. Et donc, il y avait besoin d'un renouvellement de l'image de marque du groupe. Donc, la direction a accepté. On a négocié en 2018
un sponsoring d'abord sur League of Legends, qui est le jeu le mieux structuré de l'e-sport, avec Gamers Origin, qui est probablement la deuxième meilleure équipe française d'e-sport. Le partenariat a été reconduit en début d'année et cette fois-ci, on a pris tout le club, donc voilà, tous les sports, tous les jeux qui sont supportés par le club. Donc ça, c'est très bien parce que nous, ça nous a permis, en termes d'image de marque, de faire pas mal d'opérations autour du jeu vidéo. Ça a été le sponsoring de l'équipe, des maillots à nos couleurs, des événements d'e-sport avec certains des plus gros streamers français comme Zerator. En début d'année, on a été sponsor des Pégases du jeu vidéo, qui est une nouvelle cérémonie montée par le syndicat national des jeux vidéo, un peu comme les Game Awards. Donc voilà, ça a permis vraiment d'adresser un segment, notamment des 20-40 ans, qui était insuffisamment adressé par la société générale. Et donc ça a été la première action. La deuxième action, c'est vrai que le sponsoring, on pense assez naturellement à ça, mais ça reste quelque chose d'assez indirect. C'est un investissement pour l'image et donc on a du mal à trouver les retours. Depuis 2 ans, la direction m'a demandé de monter cette fois-ci des produits financiers pour les studios de jeux vidéo. Et là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire son métier de banque. On est parti du constat que les banques connaissent très mal ce milieu et quand on regarde les statistiques, sont très peu impliquées dans le financement du milieu. Moins de 4% du financement du jeu vidéo provient des banques. Et c'est dû à tout un tas de facteurs. Pendant très longtemps, le milieu a été considéré comme trop petit, trop risqué et voilà, ne valant pas le coup. Voilà, depuis 10 ans, tout ça, ça a changé. Le jeu vidéo, l'an prochain, pèsera 180 milliards de dollars. On se met à avoir des modèles de risque, en particulier dans tout ce qui est mobile, de plus en plus efficaces. Et donc, voilà, nous, on a sorti les premiers produits dédiés cet été. Et l'idée, c'est voilà, d'aller bien au-delà du sponsoring, d'être capable d'assister le secteur dans notre rôle de banque. Très bien. Donc moi, ce que j'ai cru comprendre en effet dans votre rôle aujourd'hui, c'est que vous financez des studios, c'est ça? Vous financez notamment Oui, des studios mobiles, ce qui est voilà. très pertinent pour le continent africain qui est le mobile first continent. Et du coup, comment un acteur comme vous aujourd'hui, enfin, que vous inspire vous, enfin, je parle de la Société Générale, l'Afrique sur ce sujet-là, qui est un sujet qui commence véritablement à prendre, et puis comment un acteur privé comme la SG peut, au-delà du financement des studios, participer à structurer cet écosystème? Alors, bon, l'ASG, comme, un peu, comme toutes les grandes boîtes des pays colonialistes, a toujours eu un grand intérêt dans l'Afrique. Voilà, donc c'est dû à notre histoire. Donc, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais bon, il s'avère que l'Afrique, c'est vrai que on voit les grandes zones du jeu vidéo, c'est un tiers de la consommation aux US, un tiers en Chine, et le reste, le reste c'est dans le monde entier. Euh, et c'est vrai qu'on parle beaucoup, quand on parle du jeu vidéo, par exemple de la Chine, parce qu'il y a un potentiel local énorme, et donc tous les studios qui réussissent commencent déjà à essayer de se déployer là-bas. Mais le marché est déjà très mature. Il est bien protégé parce qu'il faut s'allier avec des locaux. Et quelque part, le potentiel de croissance a déjà été réalisé. En Afrique ou dans un autre registre, l'Inde, je pense, c'est un peu la même configuration. Eh ben, le potentiel est là, mais il est un petit peu plus loin. Et donc, je pense que voilà, historiquement, la banque a toujours a toujours considéré l'Afrique comme étant un endroit à haut potentiel sur des produits financiers classiques, les microcrédits. Les télécoms aussi ont eu ce mouvement en Afrique. Et le jeu vidéo, ça serait pour nous plus une manière de faire connaître la marque en Afrique plutôt qu'un potentiel financier sur le très court terme. Maintenant, voilà, il y a des synergies intéressantes avec le monde des télécoms, etc. Je sais que Riot, l'éditeur de League of Legends, avait ouvert un serveur en Nord-Afrique parce que voilà, au niveau infrastructure, il y avait des investissements à faire. Côté Société Générale, Gamers Origin, qui est le club avec qui on travaille, a plusieurs de ses membres qui viennent des pays du Maghreb. À la Société Générale, de manière générale, il y a beaucoup de gens qui viennent des pays du Maghreb en finance, en tout ce qui est analyse quantitative, etc. Et donc, je pense qu'on a eu aussi en R&D beaucoup d'outsourcing qui s'est fait en Afrique. Donc, c'est plutôt un territoire qu'on connaît bien.
avec lesquels on a, voilà, on a une forte présence Société Générale en Afrique. Et que ça soit au niveau du club avec son travail ou la communication, ça sera un axe de développement dans les années à venir. Très bien. Et sans vouloir révéler quoi que ce soit, est-ce que vous avez déjà, je parle de l'ASG, pris des attaches? Et est-ce qu'on peut aussi imaginer aujourd'hui justement une coopération, des financements publics-privés? Alors, pour l'instant, on est surtout focalisé en Europe parce qu'on a tout simplement une question de taille de marché à considérer. Mhm. Voilà, c'est un peu le problème des grandes banques par rapport aux fintech, c'est qu'on va prioriser les endroits où le marché est le plus gros. Et l'Afrique reste un tout petit marché encore par rapport à l'Europe, que ce soit en termes de consommateurs, mais également en termes de producteurs. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Il y a eu un certain nombre d'initiatives visibles, des tournois d'e-sport, des partenariats locaux sur des événements qui ont été montés alors, avec Société Générale Sénégal. Voilà, donc moi, pour le coup, je suis pas dans ces projets au quotidien parce que moi, mon rôle, ça va être surtout de financer les studios. Ma priorité pour l'instant, c'est l'Europe. Voilà, c'est des choses qu'on va regarder dans les 2-3 ans à venir. Bah, justement, en parlant d'avenir, quelles est selon toi, Stéphane, les perspectives du marché de l'e-sport en général? Alors, l'e-sport en général, c'est quelque chose qui est compliqué. Mhm. Moi, j'ai passé. Alors, tu as dit au début que l'e-sport peinait à se structurer, etc. Il y a quand même des fédérations qui s'en approchent. Par exemple, en France, moi, j'ai passé 2 ans à France e-sport. Mhm. Il y a des fédérations internationales. Donc, bon, beaucoup de gens veulent travailler sur le domaine. Donc ça se structure malgré tout. Les gouvernements commencent à avoir des ministères qui regardent. Il y a de la coopération entre les instances des différents pays. Voilà. Après, économiquement, l'e-sport, c'est aussi tout petit. Pour donner un ordre d'idée, en France, le chiffre d'affaires du jeu vidéo, c'est à peu près 5 milliards de dollars. Et le chiffre d'affaires de l'e-sport, c'est à peu près 50 millions. D'accord. Donc, c'est voilà, 100 fois plus petit. L'essentiel, l'e-sport est très visible, en particulier en période de Covid, parce Mhm. que voilà, les événements ont pu être maintenus, mais le potentiel économique n'est pas encore là, parce que le gros de la valeur est absorbé par les éditeurs, tout simplement. Mhm. Voilà. Donc, l'e-sport, il y a eu des valorisations d'équipes à plusieurs centaines de millions il y a 2-3 ans, avec des grosses levées. Si aujourd'hui on regarde un indice qui serait par exemple Fnatic, qui est une des principales équipes européennes, bon, ils ont levé 10 millions, mais on est très loin de ce qu'on pensait atteindre il y a 2 ou 3 ans. Donc voilà, aujourd'hui, l'e-sport, c'est beaucoup d'inconnus. Les investisseurs commencent à s'en méfier en termes d'exit. Voilà, beaucoup d'incertitudes sur le business model. Donc, c'est pareil, ça va être un marathon et pas du tout évident. Là, il y a beaucoup de startups autour de l'e-sport qui sont en train de se casser la figure. C'est intéressant ce que tu dis parce que en effet, à la fois, c'est un secteur un peu incertain, mais ils ont quand même ils ont sorti une épingle du jeu lors de cette période dans laquelle on est Ouais, toujours, cette espèce de crise sanitaire. Donc, il y a quelque chose, en effet, je pense, d'intéressant à regarder sur ce sujet-là. Je reviendrai vers toi à la fin, Stéphane, parce que j'aurai une question pour tous les quatre, notamment d'accord. concernant la data, puisque ça, c'est un sujet énorme. Et en ce moment, énormément de data est en train d'être partagée dans le monde entier. Donc ça, on va en parler après. Du coup, là, je vais faire un petit tour au Bénin. Avant d'aller sur la partie entrepreneuriale, je vais aller faire un petit tour au Bénin avec Livia. Livia, on se connaît depuis longtemps maintenant, tu es une passionnée du numérique. Aujourd'hui, tu es basée donc, au Bénin, tu travailles donc pour le gouvernement. Je ne sais pas trop si tu es basée physiquement à City. On était dans le même bâtiment, on a maintenant D'accord. déménagé, Vous avez déménagé? c'est ça. Alors, quand je regardais un petit peu justement le Bénin, c'est vrai que c'était un peu, encore une fois, un peu inattendu pour moi. Je me suis dit, tiens, le Bénin dans le gaming. Alors, parlons de la place du Bénin dans ce secteur. C'est un sujet qui a été clairement identifié, d'après ce que j'ai compris, par le gouvernement béninois. À quel moment s'est passé le déclic? Tout à fait. Ben, merci Aweya pour l'introduction. Effectivement, oui, on est deux anciens voisins de City, mais donc je travaille à l'Agence pour le développement numérique. Donc c'est une agence effectivement gouvernementale donc qui dépend de la présidence au Bénin et qui a vraiment pour mission du coup de mettre en œuvre toute la stratégie de déploiement du numérique. Donc, moi spécifiquement, je suis plus en charge du volet en fait, ce qu'on appelait donc le développement des usages numériques. Et c'est là où il y a un vrai enjeu, du coup, notamment sur le volet de création de contenu. Et c'est un peu ce cheminement qui nous a amené à nous intéresser au gaming. Parce que c'est vrai qu'on on connaissait peut-être
des secteurs un peu plus, on va dire, grand public. On s'est intéressé forcément au cinéma, à d'autres secteurs du divertissement. Mais assez rapidement, en fait, vu la croissance que représente le gaming aujourd'hui, on est quand même sur un marché mondial où on a plus de 16% de croissance je crois que l'année dernière, sur le gaming, on avait plus d'une centaine de milliards de dollars. Et on voit aujourd'hui que l'Afrique en représente qu'1%. Donc Oui. on se dit forcément le potentiel il est énorme et on doit y être. Donc c'est le cheminement qu'on a eu. Et après, donc l'idée c'est de se dire, on a des objectifs assez ambitieux pour le secteur du numérique sur la croissance d'emploi, avec un objectif, donc là notre stratégie sectorielle, c'est quand même un objectif d'une création de plus de 90 000 emplois dans le secteur. Et donc forcément, c'est une opportunité en fait pour nos jeunes. Donc, comme le disait Stéphane tout à l'heure, c'est vrai qu'on a aujourd'hui, alors à la fois en termes d'utilisateurs, à la fois en termes de producteurs de contenu, on a encore une marge de progression. Et donc, il y a plusieurs axes en fait sur lesquels on doit travailler pour renforcer notre écosystème. Bah, justement, c'était ma Et ça, prochaine. ouais. Pardon, Olivia, c'était ma prochaine question. Justement, qu'est-ce que vous, à votre niveau, vous mettez en place pour encourager Et cette du dynamique? coup, alors, on travaille sur plusieurs aspects. Il y a déjà, en fait, le premier enjeu, c'est localement, du coup, d'avoir des compétences, en fait, parce que c'est quand même un secteur qui mobilise beaucoup de compétences diverses et assez pointues. Et donc, c'est notre rôle, du coup, en tant qu'institution publique, de pouvoir permettre à nos jeunes d'être formés, du coup, sur des métiers nécessaires dans le secteur. Donc, tu citais CMS-City tout à l'heure. C'est vrai qu'en effet, alors aujourd'hui, il y a déjà plusieurs écoles qui ont été créées, alors notamment du coup Epitech Oui, qui forme des développeurs, qui a du coup qui est en train de former sa troisième promotion là cette année. On a aussi une école de design, donc l'école Africa Design School, qui est en partenariat avec l'école de design de Nantes, qui forme du coup notamment des designers numériques. On travaille au sein de l'ADN aujourd'hui à la formation en fait, de l'école des métiers du numérique, où là, on est vraiment sur de la formation professionnelle en lien avec les entreprises pour qu'on ait du coup des personnes compétentes qui peuvent contribuer à notre économie numérique. Et donc, c'est un peu toutes ces initiatives qui nous permettent du coup de contribuer dans la chaîne, en fait, à toutes les expertises finalement qui sont mobilisées sur le secteur du gaming et qui nous permettent du coup d'accompagner en fait nos jeunes et également le secteur privé. C'est vrai qu'en plus du volet formation, on a aussi des problématiques forcément déjà d'infrastructure parce que c'est compliqué de jouer à des jeux vidéo si on n'a pas, des outils numériques. Donc il y a un réel enjeu en termes d'accessibilité à Internet. Et donc là, on travaille plus sur le volet infrastructure, mais également sur une véritable politique de service universel pour qu'on n'ait pas des actions qui soient juste avec on va dire, un champ d'action limité à Cotonou, mais qu'on ait vraiment une intégration aussi du territoire sur ces actions-là. Et c'est aussi dans ce sens, du coup, qu'on est en train de concevoir en fait un modèle qu'on va mettre en place sur des studios de production de contenu, avec une ambition justement de les répartir sur le territoire pour mettre à disposition du coup les outils pour nos acteurs de l'écosystème. très intéressant. Et je pense que la liaison après avec Mounia sera aussi très pertinente. Alors, du coup, là, tu parlais d'aspects structurels, donc justement d'électricité, etc., enfin, pour être infrastructure. Mais pour connaître un petit peu le Bénin, je pense qu'il va y avoir aussi un travail à faire sur l'aspect culturel. Parce Tout à que fait. c'est vrai que, voilà, notamment, moi, je sais qu'au Bénin, dans les familles, l'entrepreneuriat, déjà à la base, c'est quelque chose de particulier. Les familles béninoises aiment que leurs enfants aillent à l'école, fassent des études, etc., qu'ils deviennent médecins, avocats, etc. Donc, comment vous allez aussi jouer sur cet aspect-là? Oui, c'est très intéressant. Et là, c'est vrai que on n'est pas forcément dans un environnement où c'est des métiers qui sont connus et où on voit justement un peu l'aspect sérieux et la réelle opportunité qu'il y a derrière. Et donc là, c'est aussi notre rôle en tant qu'institution de communiquer sur ces nouveaux métiers et de leur donner plus de visibilité en fait dans un environnement où c'est assez peu connu. Et donc, ce qu'on fait aujourd'hui pour sensibiliser les communautés, les jeunes, parce il faut leur montrer en fait le potentiel de développement que présente ce secteur, c'est surtout via des événements. Donc en travaillant, ce qu'on avait fait l'année dernière, c'était d'organiser un game jam, notamment du coup en partenariat avec
Paradise Game pour mobiliser des jeunes, commencer à leur montrer en fait qu'en travaillant sur ce type de jeu, ils créent de la valeur. Et un deuxième aspect aussi, c'est que le contexte Covid nous a aussi un peu tous forcés à vraiment mettre les bouchées doubles sur notre transformation numérique, et notamment dans le monde de l'éducation. Et du coup, c'est vrai on a eu une transition assez rapide pour tout ce qui est formation à distance. Et là aussi, il y a une réelle opportunité parce que euh, tout ce qu'on peut développer en fait autour du serious gaming, c'est aussi une manière de montrer que finalement le gaming, il y a l'aspect divertissement qu'on connaît, mais on a aussi du coup des outils qui sont vraiment intéressants du coup en termes de formation à distance et donc qui permettent aussi d'avoir des applications très concrètes qui répondent à nos problématiques. Ouais, je pense qu'en effet, le sujet culturel va être aussi important dans votre stratégie, parce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes entrepreneurs qui me disaient, oh là là, si vous saviez comme c'est difficile de convaincre mon père et ma mère qui ont déjà tracé pour nous une trajectoire professionnelle. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est un challenge énorme, mais je suis sûre que vous allez y arriver. Et du coup, là, je vais passer à Mounia. Mounia Aram, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, mais j'étais très admirative de son parcours et de ce qu'elle a pu accomplir jusqu'à aujourd'hui. Donc, Mounia est passionnée de l'animation, c'est une professionnelle, ça fait plus de 17 ans qu'elle est dans ce secteur. Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que Mounia, pour avoir voyagé beaucoup, tu connais précisément en fait le challenge de ce secteur, que ce soit en Afrique et ailleurs. Et ça, je trouve ça absolument intéressant. Et moi, je voulais tout simplement voir avec toi, Mounia, euh, que tu nous racontes en fait cette passion pour l'animation. Tu nous la racontes. Et parce que comme disait justement Livia, le continent africain représente aujourd'hui que 1%, 1% de ce marché. Et toi, tu t'es quand même engouffré dans ce sujet-là. Donc, je voulais savoir pourquoi. Alors pourquoi merci à Weya de cette sympathique présentation. Donc l'animation, en fait, c'est une passion, effectivement, depuis toute petite. J'ai grandi en regardant la télé. La télé, c'était un peu ma babysitter. Donc j'avais ces personnages d'animation auxquels je m'identifiais, qui étaient fort sympathiques, mais c'était beaucoup d'animation japonaise au départ. Donc moi, j'étais fan de Candy, blonde aux yeux bleus, j'adorais. Mais tu vois, en regardant les dessins animés et en grandissant, je me suis rendu compte que il n'y avait pas de personnage qui me ressemblait vraiment ou qui ressemblait à mes copines sénégalaises, mes copines camerounaises. Tu vois. Nous, ça ne nous posait pas de problème. En soi, ça allait. Mais au fur et à mesure, tu te rends compte que les enfants, ils voient toujours les mêmes genres de dessins animés. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, toujours soit des super-héros qui se ressemblent, soit des dinosaures, des super-robots. Donc moi, comme tu le disais, j'ai pas mal voyagé, et notamment en Afrique, et je sais, de par aussi mes origines, qu'on a une forte culture du conte en Afrique. On est très fort pour raconter des belles histoires, et on a des beaux personnages historiques, et aussi, j'ai rencontré des créateurs qui m'ont bluffé, tout simplement. Ils m'ont montré des petites bandes annonces, et là, je me suis dit, waouh, ils peuvent faire ça. Donc, pourquoi on ne voit pas ça aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, enfin partout dans le monde. Donc, Alors justement, Mounia, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu pourrais, par exemple, nous faire un petit mapping, une petite cartographie justement de cette industrie en Afrique et nous dire justement quels sont les pays qui se démarquent, les talents que tu as pu voir? Alors, un des plus grands studios africains, c'est Triggerfish en Afrique du Oui. Sud, qui a signé son premier projet avec Netflix, Mamake. Sinon, après, c'est assez disparate. L'Afrique du Sud est assez forte et assez bien implantée aussi économiquement. Ils ont un peu plus de moyens pour le faire. Mais sinon, tu as plein de petits studios avec 10 personnes, au Nigeria, au Ghana, au Mozambique. Moi, j'ai un projet du Mozambique que j'ai récupéré qui est en 3D CGI, mais tu vois, ils font ça avec 10 personnes. Donc, petites équipes, mais beaucoup de talent. Et c'est vrai que s'engouffrer, comme tu dis, là-dedans, c'est pas super évident, mais je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel, et il y a des choses à développer. Il y a plein de choses. Et ce que je trouve intéressant, Mounia, et on en a parlé, c'est qu'il n'y a pas forcément une envie réelle, justement, de cette industrie en Afrique de transposer les histoires européennes, occidentales dans leur système. Bien au contraire, ils veulent un partage d'expérience du continent et surtout raconter leur histoire. Et ça, tu l'as aussi constaté. Oui, 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 effectivement. Après, tu as les deux. Tu as les histoires traditionnelles que tu retrouves dans de belles séries d'animation, de beaux longs métrages, mais aussi, ils ont transposé l'Afrique actuelle. Donc, tu vois, moi, j'ai un projet d'animation du Nigeria
avec une gamine sur son hoverboard, avec son smartphone, mais elle vit dans une ville qui ressemble à Lagos. Et donc, c'est montrer, raconter leurs histoires traditionnelles et leur vie aujourd'hui, comment les enfants vivent aujourd'hui, et puis montrer aussi au reste du monde qu'en Afrique, on a les mêmes envies, on a les mêmes jeux, on a les mêmes aventures, et aussi on a des beaux personnages. Donc, c'est l'idée qu'on veut transmettre. Moi, je trouve ça, personnellement, en tant que maman, je trouve ça super intéressant de me dire, parce que ça y est, tout le monde est sur les jeux vidéo, etc., même moi, j'ai commencé, de me dire que cet outil peut permettre à mon fils de pouvoir justement s'approprier une histoire, s'approprier aussi des représentations, et puis ça travaillera l'imaginaire collectif voilà, des enfants. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant. Et du coup, Mounia, puisque tu as une pratique terrain, qu'est-ce qu'il faudrait selon toi pour avancer, pour structurer le secteur sur le continent? Alors, comme je l'expliquais, les problèmes, c'est de l'infrastructure. On a des petits studios, 10 personnes, c'est pas assez. C'est pas assez aujourd'hui. On est réaliste. Moi, quand je prends des projets, je pense immédiatement coproduction parce que je peux pas produire aujourd'hui 100% de la production en Afrique parce qu'on a des petites équipes, on a des problèmes d'électricité qui ne fonctionnent pas toute la journée, on a des problèmes d'Internet qui, pareil, parfois, ça peut être aléatoire et ça peut planter une production. Donc aujourd'hui, il faut vraiment aider ces infrastructures, il faut les développer pour pouvoir à terme, moi, mon rêve, mon idéal, ce serait de faire une coproduction 100% africaine, avec plusieurs pays d'Afrique qui travailleraient ensemble et on mettrait ensemble nos compétences et faire un superbe, soit long métrage, soit une superbe série. Mais là, aujourd'hui, c'est assez compliqué. Et c'est intéressant parce qu'on a aujourd'hui avec nous deux acteurs, un privé, un autre institutionnel, qui entendent ça. Qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses, Olivia, rapidement? Mais non, mais bien sûr, ouais, l'enjeu est réel et, euh, et du coup, enfin, on peut accompagner du coup sur ces volets infrastructure justement pour répondre à ces besoins pour permettre à ce genre d'initiative de se développer parce que c'est exactement ce qu'il faut et ce qui permet de. C'est vrai que tu parlais de l'aspect culturel aussi tout à l'heure, Mounia, c'est vrai que c'est un média qui permet réellement de mettre en avant la culture du continent qui est très diverse, très riche, qui n'a pas forcément énormément de visibilité à l'international aujourd'hui et du coup, il y a un réel enjeu. Et Stéphane, qu'est-ce que ça t'inspire, toutes ces problématiques? En France, on a la chance d'avoir, il y a eu, et c'est pas tous les pays du monde, mais en France, il y a une grande attention au développement culturel. Et donc, on a des rôles d'instituts très importants comme le CNC, qui va donner des subventions, qui fait des crédits d'impôt, donc qui distribue à peu près 50 millions pour soutenir la filière via divers dispositifs. En Allemagne, c'est à peu près du même ordre d'idée. Je pense qu'en Angleterre, ça va être significativement plus élevé. Mais donc voilà, et on sait que quand on lance, en particulier pour les petits projets, ce qu'il y a, c'est qu'on ne prête qu'aux riches. Donc, quand on est un Ubisoft, un Riot, un gros, eh ben, tous les banquiers du monde viennent frapper à la porte. Par contre, quand on est un petit et qu'il s'agit de prendre des risques, aujourd'hui, c'est essentiellement des éditeurs qui vont prendre ce risque-là, ou alors des venture capital, les banques, pas trop, quoi. Donc, c'est là où l'État, on sait qu'il y a un trou de funding en Europe entre 200 000 et 1 million d'euros pour lancer des projets de ce type-là. Mais aujourd'hui, avoir un studio de 10 personnes ou créer un film d'animation avec 10 personnes, je pense que c'est à peu près le même type de projet et d'espérance de gain. Et donc voilà, le rôle de l'État, il est fondamental pour permettre à des petites prods qui ne sont pas des blockbusters d'exister. Voilà, donc après, c'est bien qu'on parle de data à la fin parce que je pense qu'on est dans un monde où les produits culturels se distribuent de plus en plus digitalement, ce qui donne beaucoup de données et ce qui doit permettre de commencer à mieux financer des projets prometteurs, même s'ils sont petits. Du coup, ça me fait rebondir sur le rêve de Mounia qui disait, moi j'adorerais faire une production 100% africaine. Est-ce que par exemple, Livia, toi qui es au Bénin, je sais qu'il y a des pays comme la Tunisie, le Nigeria, le Ghana qui sont assez avancés sur ces questions-là. Est-ce que toi, par exemple, tu pourrais imaginer une coopération sud-sud sur ces sujets pour faire monter ce secteur et puis surtout en profiter, parce que je crois savoir aujourd'hui que le continent africain aussi a d'autres problématiques, qui est notamment la problématique du tourisme, une problématique d'image, etc., qui pourrait, comme par exemple, moi, ce que j'ai pu faire avec Afrobytes, qui est une sorte de... On a essayé de redéfinir un peu les relations entre le continent africain et le reste du monde avec l'innovation. Est-ce que le gaming, justement, l'animation 100% africaine, ne pourrait pas être un outil de communication du continent?
Mais bien sûr, Ouais. c'est tout à fait pertinent puisque c'est un média qui permet de véhiculer aussi des valeurs, de véhiculer une histoire. Et je pense qu'on a une histoire euh, africaine avec donc, des éléments très riches qui pourront être mis en valeur du coup par le biais de ce type de coproduction. Donc Mm. c'est une réponse en fait aussi à aujourd'hui un espace culturel sur lequel on a encore trop peu de production africaine et donc Mm. forcément euh, peu d'histoires qui sont racontées par des Africains, alors que c'est un enjeu qui reste fondamental pour non seulement attirer dans ces pays, mais aussi oui, l'enjeu touristique. Aujourd'hui, on a une stratégie au Bénin qui est, sur lequel le tourisme est clairement l'un des secteurs phares. Mm. Mais je ne suis pas sûre que du coup, à l'international, on ait forcément la visibilité qui permet du coup d'atterrir notre cible. Et clairement, des productions, ce type de production peut être un levier très, très efficace de communication. Mhm. Surtout que je crois savoir que voilà, il y a des grosses personnalités aux États-Unis notamment, hein, Mouniac, qui regardent ce secteur en Afrique et qui sont déjà en train d'investir, n'est-ce pas, Ben, Mouniac? ouais, je pensais à, tu sais, la force de la diaspora africaine Mm. en dehors de l'Afrique. On est tellement nombreux, on en est Mm. la preuve, hein. Nous, on n'est pas basé en Afrique aujourd'hui, Ouais. mais il y a une forte communauté à l'extérieur de l'Afrique qui est très demandeuse. En fait, aux États-Unis, je sais que je discutais avec des studios qui m'ont dit, oui, avec le phénomène Black Lives Matter, on a aussi un véritable engouement pour des contenus qui représente vraiment la diversité. Et la diversité, elle vient d'où? Elle vient d'Afrique. Et c'est vrai que moi, j'ai rencontré aussi des Américains qui m'ont dit qu'ils sont en train de chercher leurs origines. Parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils savent ils sont d'une autre origine parce qu'ils par leur couleur de peau. Mais ils font des tests ADN pour vérifier de quel pays d'Afrique ils viennent. Ouais. Et je sais qu'il y a eu, je crois que c'était fin 2018, il y a eu des célébrités qui sont venues au Ghana, dont Will Smith et d'autres chanteurs célèbres qui sont venus justement parce qu'ils ont besoin de se reconnecter à leurs origines. Il y a Ah ce oui. besoin, et qui peut peut-être nous aider aussi à pousser les productions et les faire voyager et aussi, dans l'autre sens, faire venir tous ces gens en Afrique et leur montrer qu'on a des beaux pays en Afrique. Mm. Ouais, J'ai su- et je Pardon. peux Bien sûr, bien en fait, sûr. Mounia, là, tu parles de faire voyager. Je pense, je rebondis là-dessus parce que c'est un aspect très important. Dans le jeu vidéo, on regarde, si on voit la différence entre le Japon et la Chine. Le Japon, ça fait 30 ans qu'ils exportent du jeu vidéo, du manga, de l'animation, tu en as parlé toi-même. Et donc, le Japon, on réussit. Je pense que quand on parle de l'Afrique jeu vidéo, on parle beaucoup de la production et de la consommation en local. Or, il n'y a pas forcément. Le marché du jeu vidéo aujourd'hui, il est mondialisé tout de suite. Si on regarde le Japon et la Chine, ben, le Japon a très tôt réussi à exporter partout dans le monde, là où la Chine, avec plus de leur milliard d'habitants et des empires comme celui de Tencent, qui aujourd'hui a des parts dans plus de 150 boîtes dans le monde entier, eh ben, ont eu du mal à exporter. Et depuis 1 ou 2 ans, ils commencent à en prendre conscience. On commence à voir des jeux chinois arriver en Europe et aux US. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de 50 millions de studios en Afrique pour que le jeu africain soit connu du monde entier. C'est plus un état d'esprit pensé aussi international, enfin à l'international tout de suite. Faire Mhm. ses jeux en anglais, faire ses jeux en chinois, avoir des relais en Europe et aux US pour pouvoir vendre ces jeux-là, parce que comme vous l'avez dit, quoi, la diaspora africaine, elle est partout, mais même quand on n'est pas africain, eh ben, ce sont des mondes qui intéressent. On sait que enfin, la culture intéresse, elle est variée, il y a plein de pays différents en Afrique. Voilà, il y a eu des succès en France comme Kirikou. Et donc voilà, je dirais s'il fallait résumer, c'est faut penser à l'export quand on crée aussi une industrie du jeu vidéo en Afrique. Et Oui, c'est pas hyper naturel. oui, c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai quand même un souvenir assez intéressant sur un jeu vidéo qui a été créé en Éthiopie. Il était ultra simple. C'était un poulet dans un village, et tout le monde essayait d'attraper ce poulet. Et il paraît que ce jeu cartonne. Ce jeu cartonne. Donc c'est assez intéressant. Et en effet, je pense que tu as raison, Stéphane, il faut penser à la dimension internationale. Et puis Mounia, tu m'avais dit aussi quelque chose un jour qui est très pertinent, c'est que tu me disais que le regard aussi qu'on porte sur ce business en Afrique, enfin, je dis parle de business alors que justement le regard qu'on porte sur ces secteurs n'est pas encore un regard de business. Mhm. Non, en fait, on le voit juste comme un loisir pour l'instant. Mm.
Mais c'est vrai que ça commence à prendre. Ça, tu vois, il y a eu il y a le déploiement là, de African Animation Network, la future chaîne d'animation africaine, qui a fait pas mal de bruit. On a eu enfin, je dis on parce que je fais partie de ce projet-là. On a eu un article dans Forbes Magazine. Donc nous, on pense tout de suite, comme tu le disais Stéphane, à la dimension internationale quand on pense animation, parce qu'on sait qu'on a notre place sur la scène internationale. Et comme vous le disiez tous, hein, il y a un manque de ce contenu. Effectivement, les enfants africains, la diaspora peut se reconnaître, mais pas que. Il y a aussi les enfants d'autres nationalités. Je pense aux Français qui peuvent s'identifier à ces personnages-là, comme nous. On a pu grandir avec des personnages qui ne nous ressemblaient pas, mais auxquels on pouvait s'identifier. Un super-héros noir, ouais, regarde Black Panther, ça a cartonné. Donc j'aimerais que nos animations africaines aient le même succès, le même retentissement. Tout autant que Kirikou a connu son succès, maintenant on va montrer des animations qui viendront d'Afrique, qui sont faites par des Africains et qui seront diffusées sur la scène internationale. Alors, pour terminer, parlons d'un sujet énorme qui est le fameux sujet de la data. Alors, cette période a été incroyable en termes de partage de data. Donc, j'imagine que pour ce secteur-là aussi, hein, ça a été phénoménal. Et donc, du coup, je n'ai pas vraiment une question, j'ai juste envie de vous dire l'exploitation de cette data. Qu'est-ce qui va se passer? Livia, peut-être? Oui, ben ouais, non, c'est vrai que on a quand même une problématique, nous, du coup, localement, parce que, encore une fois, en termes d'infrastructure, il y a clairement une mise à niveau déjà à faire pour pouvoir absorber tout ça. Donc, on a des projets, du coup, de, de construction, notamment un qui sera opérationnel déjà dès la rentrée prochaine pour être mieux équipé en termes d'infrastructure et pouvoir répondre déjà à nos besoins en interne, mais aussi aux besoins des privés qui pourront accéder au data center. Après, l'enjeu, et qui n'est pas encore utilisé, je pense, à son maximum en fait, par nos acteurs locaux, c'est de pouvoir, exploiter et monétiser au mieux en fait, ces mines d'or qui sont pas toujours encore estimées on va dire, à leur juste valeur localement. C'est vrai qu'on est aujourd'hui en termes d'usage de plateformes, on a peu de plateformes qui sont locales et donc du coup peu de données qu'on maîtrise et donc forcément on reste que des utilisateurs d'un écosystème sur lequel on a peu de levier. Donc il y a un réel enjeu du coup quand on dit de la création de contenu local, c'est aussi du coup sur toute la chaîne on a des applications et des outils locaux sur lesquels on puisse exploiter la donnée et du coup par lequel on puisse également du coup créer de la valeur. Sur les données. Et du coup, Stéphane. Ouais, bon, là, Oui. je reprends une casquette modélisation de finances. En fait, la data, il y a vraiment plusieurs types. Il y a des études de marché, des tailles de marché qui vont permettre de motiver un peu du management ou des politiques pour pouvoir ouvrir un peu le portefeuille. Et après, voilà, et là, tous les métriques sont là, ils sont faciles à obtenir. Voilà. Après, une des difficultés du jeu vidéo, c'est un peu proche du cinéma, c'est-à-dire que pendant très longtemps, tous les décideurs, ils n'avaient pas le temps de jouer, donc ils ne comprenaient pas ce milieu et les cycles de développement, combien ça pouvait coûter, est-ce que c'était des projets d'1 an, de 10 ans, c'est quoi la différence? Donc ils avaient du mal à appréhender le risque et c'est ce qui faisait qu'ils sous-investissaient. Et je pense que ce qu'on peut gagner aujourd'hui avec des données, mais alors je ne sais pas si Facebook est très utilisé en Afrique, mais par exemple, aujourd'hui, on doit avoir quand même suffisamment d'utilisateurs pour pouvoir avoir des métriques d'engagement, de rétention, d'intérêt sur des populations statistiquement significatives pour pouvoir lancer des projets. Et voilà, je dirais que c'est ça qui a apporté la digitalisation depuis 3-4 ans du jeu vidéo, principalement sur mobile, mais c'est en train d'arriver aussi sur PC. C'est la capacité d'avoir des métriques beaucoup plus précises pour pouvoir mieux appréhender le risque pour des gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo. Et je pense que la problématique du jeu vidéo, elle est en train de rattraper celle qu'on va trouver dans les startups tech qui font du logiciel. C'est qu'avec ces métriques, on peut aller voir un VC et dire, voilà,
mon jeu, j'ai embarqué 10 000 utilisateurs pour 1 euro chacun. Chacun m'a rapporté sur une période de 3 mois 3 euros. Donc, j'ai un business qui va pouvoir potentiellement scaler. Et ça, aujourd'hui, tous les investisseurs tech un peu sérieux commencent à raisonner avec ces métriques. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, pardon, je ne sais pas, il y a eu une coupure. Et du coup, Mounia, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, tout à l'heure, Stéphane parlait de Facebook. Oui, il y a une forte présence hein, sur les réseaux sociaux des Africains. Moi, dans les derniers chiffres que j'avais vus, il y avait plus de 200 millions d'abonnés en Afrique à Facebook, plus de 40 millions sur Instagram. Donc, effectivement, ça peut être un bon indicateur parce que c'est vrai que c'est difficile d'avoir des données précises dans nos domaines, mais c'est vrai que connaître la tendance, notamment grâce aux réseaux sociaux, ça aide beaucoup. Hmm. Mais écoutez, c'était vraiment intéressant. Je voulais absolument avoir voilà, vos histoires. C'était intéressant de savoir aussi où vous en êtes par rapport à ces questions-là. Je sens vraiment le potentiel. Hein. Et je trouve en effet que Sidic a bien fait de réunir trois profils complètement différents parce que du coup, ça a amené vraiment voilà, comment dirais-je, de l'importance à ce sujet. Du coup, on arrive à la fin. On arrive à la fin de cette session. Je voulais vraiment vous remercier pour vos insights qui étaient vraiment très pertinents. Et puis, je vais rendre la main du coup à l'équipe de Sidic et lui souhaiter bonne chance hein, pour son événement. Merci, au revoir. À Merci. tous. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir.